BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin. Ça discute déjà sur le plateau de BFM Crypto, le club. Je suis ravie de vous retrouver jusqu'à 15h30 pour parler crypto avec mes invités. Alexandre Sashchenko, directeur de la stratégie chez Pemion. Bonjour Alexandre. Bonsoir. Jonathan Erskovici, cofondateur de Stakinsat. Bonjour Jonathan, merci d'être avec nous. Et William Pochot est avec nous également, CEO de Blockchain Your IP. On va parler de vous dans un instant. Il y a eu une décision juridique qui va faire toute la différence dans votre activité. Vous continuez à nous poser toutes vos questions de novices. Ça intéressera Jonathan, vos questions d'investisseurs chevronnés également. Et ces questions, on y répond souvent le jeudi entre 15h et 15h30 dans cette émission. BFM Crypto, le club, c'est parti. William Pochou, je commence par vous parce que c'est stratégique. Vous avez à côté de vous des gens qui sont très bavards sur ce plateau. Donc, on va commencer par Blockchain Your IP. William Pochou, présentez-nous votre entreprise. Merci beaucoup Sandra. Blockchain Your IP, c'est une start-up que j'ai créée en 2017. À l'époque, j'étais étudiant en droit avec un objectif qui était de simplifier et d'automatiser la protection des créations. En gros, on fait une solution de protection de la propriété intellectuelle, mais sans tiers de confiance, qui est basée sur le protocole Bitcoin. On enregistre pour des marques leurs créations et leurs innovations, et on se sert de la blockchain comme registre pour faire ça. Alors ça va du luxe, avec des entreprises comme Van Cleef, par exemple, ou Lacoste, à l'aérospatial, en passant par l'industrie automobile, on travaille avec Michelin ou le groupe Accor. Toute création, toute propriété intellectuelle peut passer par vous pour se protéger. Exactement, tout ce qui va être droit d'auteur, savoir-faire ou secret d'affaires. Et il y a 2 mois, on a eu une belle surprise, c'est qu'on a l'un de nos clients historiques, le groupe Richemont, qui a obtenu une victoire, c'est une première européenne, en obtenant une décision qui prononce une condamnation pour contrefaçon sur la base d'une preuve blockchain et d'une preuve blockchain Bitcoin plus particulièrement. Ils ont fait condamner un contrefacteur chinois, et cette décision, elle est super importante parce qu'aujourd'hui, les solutions de protection des créations, elles sont différentes partout dans le monde. En France, on va avoir des constats de huissiers, ils ont Websolo. En Belgique, ils ont un peu un équivalent. En Suisse, ils aiment bien les notaires. Et puis, dans les pays comme la Chine, la Corée ou les États-Unis, ils vont avoir des instituts de copyright. Et de mon point de vue, le protocole Bitcoin est amené à devenir un nouveau standard international pour la protection des créations et plus largement pour la datation. Vous utilisez quelle blockchain ? On utilise Bitcoin. Alors, c'est un choix qui surprend un petit peu. Quand on a commencé Blockchain Your IP, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on fasse quelque chose qui nous survive, quoi. On a des clients qui ont plus de 100 ans, c'est des maisons de luxe iconiques, et j'aimerais bien leur garantir qu'on aura le même destin, mais ça serait un petit peu ambitieux. Et donc on voulait surtout pas avoir une blockchain qui serait dédiée à la propriété intellectuelle. On s'est dit comment est-ce qu'on peut bénéficier un maximum de l'effet de réseau, et c'est pour ça qu'on a choisi une blockchain publique et la blockchain Bitcoin. Tu as d'autres acteurs, par exemple, qui sont partis sur des blockchains privées, notamment il y avait l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle qui avait fait un truc sur une blockchain privée. On peut se dire au début que c'est une bonne idée et qu'on peut y faire confiance parce que c'est l'Organisation mondiale, mais au final, ils ont fini par arrêter le projet parce qu'ils n'ont pas revoté le budget. Donc, je pense que c'est un bon choix. Cette décision dont vous avez parlé, qui a été donnée il y a 2 mois à Marseille, ça veut dire que la justice française reconnaît la preuve blockchain. Ça veut dire que les marques doivent, idéalement, maintenant, passer par là pour protéger leur création. Vous avez combien de clients ? On a à peu près 50 clients qui sont des très grands comptes, essentiellement en Europe, mais également aux États-Unis, parce qu'on a beaucoup de chance. Les règles en matière de propriété intellectuelle, elles sont vraiment harmonisées au niveau mondial. Il y a une convention qui est la convention de Berne qui dit qu'on peut prouver en gros par tout moyen. Et aujourd'hui, la majorité des gens, en fait, comme la seule option qu'ils ont, c'est d'aller chez un notaire pour mettre un coup de tampon, ils font rien du tout. Et à le dernier moment, leur avocat, il les défend avec des bouts de ficelle. Il va prendre un petit peu une facture, des vidéos YouTube, il fait une sorte de petit tas de preuves à faible valeur probante. Il le tend au juge, et puis des fois ça passe, des fois ça passe pas. Ce qui est bien avec la preuve blockchain, c'est qu'on peut vraiment la vérifier mathématiquement. Alors là, ça s'adresse aux directions juridiques des entreprises qui vont faire ce process-là. Ça peut potentiellement s'étendre à quoi ? À quelle profession ?
Alors, en matière de propriété intellectuelle, on a 2 cas d'usage principaux. Beaucoup, la luxe et le mode, ça va être pour protéger des créations, faire retirer des contrefaçons de marketplace. On a également des gros industriels qui sont sur des consortiums stratégiques, qui ont besoin de tracer l'IP qui est apporté par chacune des parties pour délimiter ce qu'on appelle le background IP, mais ça va bien au-delà. Et cette décision, elle peut s'appliquer à d'autres cas d'usage, notamment en matière d'assurance, pour collecter pour faire des déclarations de sinistres avec des photos localisées. On a les amis de SmartPreuve qui font ça, par exemple, c'est notre LegalTech. On peut s'en servir pour faire un état des lieux. Aussi, par exemple, vous louez une voiture dans le sud cet été et qu'il y a une rayure dessus, on peut la prendre en photo, on peut certifier les diplômes et on peut même certifier les consentements avec le RGPD. C'est intéressant parce que ça étend quand même le champ d'application, Alexandre, de Bitcoin d'une façon qu'on n'avait pas forcément imaginée, vraiment plus largement à d'autres professions qui n'étaient pas forcément dans la finance. Là où ça change pas mal de choses, c'est plutôt dans la décision de justice, parce que l'utilisation de Bitcoin comme plateforme d'ancrage, William et moi justement on se connaît depuis quasiment 10 ans. Moi dans ma boîte on avait fait aussi un produit d'ancrage et de certification crypto, mais la problématique c'était qu'on avait beaucoup de mal à développer le business parce qu'il y avait une question de risque et en fait il y avait beaucoup de directions juridiques, de cabinets d'avocats, etc. qui disaient en fait je comprends, mais je ne veux pas prendre le risque dans un litige de devoir expliquer à un juge c'est quoi la blockchain, comment fonctionne la cryptographie asymétrique, etc., etc. Donc le fait d'avoir une décision de justice, ça va changer pas mal de choses parce que en droit, William l'a dit, la preuve est libre, donc on fait ce qu'on veut, mais ensuite il faut être capable de le défendre au tribunal et si on ne maîtrise pas, et on a vu dans certaines affaires en France où malheureusement parfois les magistrats, le juge ne prennent pas forcément le temps nécessaire, parfois parce qu'ils n'ont pas le temps, de comprendre en profondeur comment ça marche. Et donc là, avec cette preuve, cette décision, au moins on a une jurisprudence qui permet de dire de façon précise, c'est Bitcoin, parce qu'on avait aussi un autre problème qui était de dire la blockchain est un moyen de preuve, sauf que ça ne veut rien dire la blockchain. Donc est-ce qu'un nœud hébergé chez IBM, c'est un moyen de preuve, ou sur Google Drive, ou peu importe, ce n'est pas le sujet. Donc là, on a un sujet qui est beaucoup plus précis et qui va pouvoir permettre à ce cas d'usage de passer à l'échelle, pas d'un point de vue technique, parce qu'en fait les protocoles existent et on peut faire des millions de preuves en l'espace de quelques secondes, c'est pas un problème, mais à l'échelle juridique pour donner une sécurité aux directions juridiques. C'est vrai, ce qu'il dit, ça dépend de la formation des juges. Et plus ou moins les décisions qui vont se retrouver devant la justice comme ça, parce que ça va faire jurisprudence, vont être soumises à ça. De quelle façon les juges s'impliquent dans leur compréhension de la blockchain, le temps qu'ils y passent pour comprendre comment ça marche, ça va dépendre de ça. Il y a encore un risque. Il y a un énorme travail d'évangélisation. C'est marrant, tu parlais du fait que c'est Bitcoin. Il s'avère qu'il y a aussi une décision qui a été rendue en Chine, tu le sais, en 2019, et qui était aussi... En Italie, je crois aussi. En Italie, il y a une loi qui pose une présomption de validité de la preuve blockchain, mais ils n'ont pas encore passé l'épreuve du feu. Ouais, il faut évangéliser les juges. Et moi, c'était vraiment quelque chose qui me faisait peur quand j'ai commencé. Je me souviens, j'étais étudiant, je me disais, le jour où on a une preuve qui arrive en contentieux, si on demande une expertise, ça va devenir la preuve la plus chère de l'humanité et ça perd un petit peu de son intérêt. Tu vois, tu gagnes au moment où tu redates, mais pour perdre au final. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est inspiré des bonnes pratiques qui existent aujourd'hui quand tu veux produire des preuves qui sont en ligne. Par exemple, tu peux utiliser des captures de la Web Machine, qui est un site qui archive l'intégralité du web. Et quand on veut faire ça, il faut passer par un huissier de justice qui va aller sur la Web Machine et dire, moi, huissier, j'ai vérifié et c'est à ça que ça ressemblait. C'est ce qu'on a fait avec la preuve blockchain. En fait, on a demandé à un huissier d'aller vérifier sur un vérificateur open source de preuve blockchain pour attester de la sincérité mathématique de la preuve blockchain. Il va falloir former les huissiers aussi. Oui. Ouais. Dernière question, après cette décision, le business est monté ? Énormément, on a plein de demandes de direction juridique, mais surtout d'avocats. Heureusement, il y avait déjà des gens qui étaient à peu près des aventuriers de la jurisprudence, qui étaient prêts à prendre le pari avant qu'on ait la décision, parce que sinon, on ne l'aurait jamais obtenu. Mais suite à ça, c'est vrai qu'il y a plein d'avocats qui sont beaucoup moins frileux de le recommander à leurs clients, ou même de direction juridique qui nous contactent. Donc on voit vraiment un avant et un après. Avec Jonathan, cette année, vous étiez dans l'éducation de l'investisseur lambda dans Surfing Bitcoin. Il va falloir faire un numéro sur les professions auxquelles on n'avait pas pensé, les avocats, les huissiers, les notaires, les comptables. Il va y avoir beaucoup de monde à former à la blockchain. Alors Sandra, pour le coup, je suis plutôt d'accord avec Alexandre. C'est-à-dire que ce sujet-là, ça fait longtemps qu'il est justement traité par les bitcoiners ou par les spécialistes, sauf que là, encore une fois, c'est la décision de justice. Et moi, ce qui me plaît beaucoup dans ce que tu fais, c'est que ça donne un cas d'usage
autres que ceux qu'on connaît naturellement, à savoir la spéculation, où là, on a vraiment une utilité de la blockchain Bitcoin dans l'horodatage et dans la preuve. Et donc, ça démontre une nouvelle fois l'utilité de Bitcoin dans tout un tas de cas d'usage, et notamment celui-ci. Donc, c'est plutôt encourageant pour l'avenir du Bitcoin. Et c'est encourageant pour la reconnaissance de ces preuves. La blockchain Your IP. Merci beaucoup, William Faucheux. Vous restez avec nous, évidemment, vous continuez, vous réagissez. Jonathan Erskovici, vous êtes persuadé que Bitcoin va atteindre 1 million de dollars. Alors, j'ai plus le droit de vous poser cette question de là, on est à 108 000 $. Ça donnera quoi le mois prochain? J'ai bien compris que vous vouliez plus que je vous la pose. Oui, c'est vrai. Non. À chaque fois qu'on dévissé. Ça dévisse. Mais toujours plus haut, quoi. C'est vraiment. D'accord, mais en tout cas, ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que Bitcoin va atteindre 1 million. On ne sait pas quand. C'est bien là, effectivement, la subtilité. C'est un des sujets que vous avez évoqué justement à Surfing Bitcoin à Bordeaux il y a quelques semaines. Pour beaucoup, c'est encore irréaliste comme chiffre. C'est pas crédible. Alors, merci pour cette question, Sandra. Et effectivement, comme vous le savez, chez Stackinsat et Surfing Bitcoin, ou même avec Alexandre, on aime beaucoup parler de pédagogie, d'éducation. Et on en parlait d'ailleurs en off juste avant l'émission. Malheureusement, les médias traditionnels ont un impact très négatif sur la perception qu'ont les gens du Bitcoin et des cryptos en général. Et c'est pour ça qu'on essaie, justement, avec Surfing Bitcoin, d'éduquer un maximum les gens. Et volontairement, après, on essaie de positionner des choses de manière un peu radicale pour faire essayer de bouger les lignes. Et notamment, c'est ce fameux seuil du $1 million qui paraît effectivement, a priori, totalement irréaliste. Mais lorsqu'on dézoome sur Bitcoin, on voit qu'il y a eu énormément de montées vertigineuses. On le voit sur ce graphique, en effet. Voilà, exactement, de montées vertigineuses et de baisses tout aussi importantes. Et donc, c'est pour ça que les médias traditionnels parlent de bulles. Et que finalement, ces bulles sont censées être éclatées un jour ou l'autre. Et finalement, moi, ce que je dis, c'est que effectivement, les détracteurs ont raison. Ce sont des bulles, mais ce sont des successions de bulles dont les plus bas sont de plus en plus hauts. Et effectivement, Bitcoin est un actif risqué, donc qui est mesuré par sa volatilité. Cette volatilité a tendance à diminuer dans le temps, et ça, on le voit, c'est très clair aujourd'hui sur les graphiques. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, le risque donc mesuré par la volatilité, et le risque du Bitcoin est plus faible que l'action Meta, par exemple. Et je ne vois pas les journalistes parler de l'éclatement de la bulle de Meta en bourse. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et c'est pour ça que dans cette logique d'utilité, alors je ne sais pas si c'est la preuve de la blockchain Bitcoin qui va permettre au prix d'atteindre le $1 million, mais c'est plus justement sa capacité à devenir un étalon monétaire mondial, comme l'était l'or avant la fin des accords de Bretton Woods. Ouais, vous le voyez. Et pour moi, c'est ça le potentiel du Bitcoin, et ce fameux $1 million est illustré par ce potentiel de mon point de vue. Aujourd'hui, Bitcoin, c'est environ 2,2 trillions, si je ne dis pas de bêtises, 2,2 trillions de dollars. L'or, c'est à peu près 22 trillions. Donc on a un potentiel de x10 sur finalement le prix du Bitcoin. Et c'est pour ça que lorsqu'on fait un calcul tout bête, on est aujourd'hui autour des 100 000, et si on multiplie par 10, on arrive à ce fameux $1 million. Donc c'est pour ça que je l'annonce sur ce plateau. Il y aura une prochaine bulle, Sandra, qui va toucher le $1 million. La question, c'est quand? Ça, je n'en sais rien. Je ne l'ai pas posé, vous avez remarqué. Je n'ai rien dit. Vous ne l'avez pas posé. Mais effectivement, de mon point de vue, et pour tout un tas d'autres raisons, mais une des raisons principales pour moi, c'est ce potentiel d'étalon monétaire mondial que revêt le Bitcoin. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure par rapport à la volatilité, le fait que ça perde parfois. C'est toujours facile de parler de Bitcoin quand il est à 110 000 ou 108 000 ou même 90 000, mais c'est vrai que des fois... de 6 mois en 6 mois, on se retrouve avec une chute énorme. Ça fait peur, ça encore. Alors ça fait peur, et même, c'est ce que je disais dans ma présentation, on a des drawdowns, ce qu'on appelle. Donc les drawdowns, c'est lorsque vous achetez au plus haut et que vous vendez au plus bas. Donc on a des drawdowns sur Bitcoin de l'ordre de 80 à 90%. C'est justement une des raisons pour lesquelles, lorsqu'on me demande quand acheter du Bitcoin, il ne faut surtout pas faire ce qu'on appelle des all-in, mais il faut plutôt justement épargner de manière intelligente, à savoir de manière récurrente, donc avec une même somme d'argent à la semaine ou au mois. Et effectivement, c'est ce qu'on appelle le dollar cost averaging, et c'est ce que nous, on recommande
à nos clients pour éviter justement de s'exposer à ce risque potentiel de perdre en l'espace de quelques semaines 80% de sa valeur et du coup finalement d'effrayer les gens et de faire en sorte que les gens ne reviennent pas sur ce marché. Et c'est malheureusement ce qui se passe souvent lorsqu'on en parle à nos proches. Lorsque Bitcoin justement atteint un ATH à 110 000, les gens du coup vont probablement en acheter maintenant et peut-être que dans 3 mois, on sera non plus à 110 000 mais à 80. Oui. Et évidemment, ces mêmes proches vont nous dire « Ah ben tu vois, en fait, Bitcoin a perdu 20%, c'est de ta faute ». Donc c'est pour ça que nous, on est dans l'éducation. On leur dit que Bitcoin, c'est un placement de long terme et il ne faut surtout pas stresser par rapport aux soubresauts de court terme. C'est toujours important de le répéter. Vous mettez 100 € tous les mois ou 100 € toutes les semaines, comme vous l'avez dit, sans regarder quasiment le cours. Et c'est ça qui est important. À la fin, a priori, on est plutôt gagnant. Exactement. Et je rappelle même, au bout de 4 ans, il y a même quasiment une garantie absolue sur des cycles. On parle en général des cycles de 4 ans. Et en général, en tout cas historiquement, on est sur des performances de plus de 140% si vous gardez vos bitcoins au moins 4 ans. Ça, je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres placements aujourd'hui qui peuvent proposer des performances aussi spectaculaires, tout en ayant finalement un risque relativement maîtrisé par rapport au potentiel de gain lié au Bitcoin. Qu'est-ce que vous avez dit dans votre conférence à ceux qui vous disaient que déjà c'est trop haut pour eux, il y a eu un stade psychologique et qu'ils préfèrent le confort d'un compte bancaire, le confort d'un compte rémunéré finalement dans une banque traditionnelle? On en revient finalement à l'utilité. Alors effectivement, on l'a vu tout à l'heure avec la preuve potentielle de la blockchain Bitcoin, mais c'est surtout justement Bitcoin un système monétaire et un moyen de paiement. Et donc quand on revient finalement sur quel problème Bitcoin essaie de résoudre, on peut s'inscrire dans un temps long et non pas se focaliser sur justement les variations de court terme qui sont plutôt liées justement à des annonces ou des politiques monétaires de la Banque centrale qui vont faire bouger le prix à très court terme, mais plus sur l'utilité à moyen long terme en tant que système monétaire et moyen de paiement. Un dernier, parce que le temps passe et on a Alexandre en face qui a des choses à dire. Les annonces de la conférence Bitcoin de Las Vegas, vous vouliez revenir dessus? Effectivement, ça c'est vrai que je voulais en parler, même si de manière générale, on a vu sur les recherches Google que Bitcoin aujourd'hui n'est absolument pas du tout recherché. Tout le monde s'en fout. C'est quand même assez incroyable. On vient de retoucher le point le plus haut autour de 110 000 $. Et effectivement, il y a un désintérêt total. Et effectivement, presque... cette conférence Bitcoin à Las Vegas, qui est la plus grande conférence du monde, finalement arrive alors que tout le monde s'en fiche. Donc il n'y a pas eu beaucoup d'annonces. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que demain, on a le vice-président américain J.D. Vance qui va s'exprimer. On ne sait pas encore concrètement ce qu'il va dire dans son intervention. Mais là, hier, il y a Cynthia Lummis, donc c'est une députée très connue, qui s'est déjà exprimée sur le sujet, où elle a clairement dit qu'elle allait proposer un projet de loi pour que les États-Unis acquièrent environ 1 million de bitcoins. Et l'idée, ce serait de vendre une partie de leur stock d'or pour justement convertir ce stock d'or en bitcoin. Donc ça, c'est une annonce qui avait déjà été faite. Donc c'est pas vraiment une nouveauté, mais c'est toujours important quand même de considérer que la première puissance économique au monde va acheter probablement du Bitcoin dans ses réserves stratégiques. Donc ça, c'est quand même une belle annonce. On a eu aussi, et là, plutôt du côté de l'utilité en tant que moyen de paiement, il y a le CEO d'une chaîne de restaurants, Steak and Shake, je crois, si je dis pas de bêtises, qui du coup a utilisé le Lightning Network comme moyen de paiement. Et il a vu en l'espace d'1 an que ses frais ont diminué de plus de 50%. Donc on voit que même pour les business qui intègrent Bitcoin en tant que moyen de paiement avec le Lightning Network, ça a une vraie utilité même en termes d'économie de coûts liés aux services financiers. Quand on vous écoute, Alexandre, c'est pareil, on sent un regret de ne pas voir les choses avancer plus vite. On sent bien que vous êtes frustré, on sent bien que vous avez besoin de convaincre, on sent bien que Bitcoin, qui n'est pas connu, qui n'est pas recherché, c'est un problème alors que vous travaillez là-dedans depuis des années. Pour autant, on voit bien, Alexandre, des acteurs qui l'adoptent au fur et à mesure. Là, depuis 2025, c'est quand même très massif. C'est pas une preuve, ça, en soi, que ça prend, ça y est? Oui, mais où? C'est toujours la même question. Je pense que le regret qu'on porte, Jonathan, moi-même et William, je suppose aussi, mais je n'en sais rien, c'est de voir
un sujet sur lequel, effectivement, on a une conviction depuis un certain temps, ça va faire 10 ans maintenant pour moi-même, sur lequel on demande que ça à parler, à débattre, à échanger. Chaque année qui passe, on voit que globalement, l'histoire nous donne pour l'instant raison. Après, encore une fois, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, tout ça. Et on se dit, mais en fait, il faut quoi de plus ? Parce qu'effectivement, on s'est dit pendant un temps, Common, c'est pas une monnaie. Donc on avait ce débat un petit peu stratosphérique en France où les gens s'en servaient, 300 millions d'utilisateurs. Oui, mais est-ce que c'est une monnaie selon Aristote ? Oui. Donc là, on a eu ce débat, etc. Ensuite, on a eu les premières boîtes. Ensuite, on a eu les premières introductions en bourse, la plus grosse depuis Facebook en ce qui concerne Coinbase. Ensuite, on nous a dit oui, mais les États laisseront jamais faire. Il se trouve que la Chine l'a interdit, ça n'a rien changé. Ensuite, le Salvador en a fait sa monnaie légale. Ensuite, les États-Unis font une réserve stratégique. Donc là, vous voyez que ça avance. Là, on se dit, attendez, donc là, la première puissance mondiale a fait une réserve stratégique de Bitcoin. Alors, j'ai critiqué sur ce plateau même la façon qu'il a eu de le faire, parce qu'il a tué sa propre annonce. Mais en face, on ne voit pas la réception qu'on s'attend à voir. Là, il ne s'agit plus de Alexandre Sachenko dans un garage qui vous dit « Si, je crois dans ce machin, cette monnaie anarchiste d'un gars qu'on ne connaît pas, qui a lancé ça sur un forum. » On parle de quelque chose qui est le 5e actif le plus valorisé de la planète. Un système de transaction qui gère plus de volume que Visa. La première puissance mondiale en fait un stock aux côtés de l'uranium, du pétrole et de l'alimentation. Juste, est-ce qu'on peut en parler sérieusement ? Est-ce qu'on peut juste arrêter de parler soit des sujets malheureusement récents, c'est-à-dire les kidnappings, les enlèvements, etc., soit le prix, ça monte, ça descend, et on parle du fond. Pourquoi ? D'où ça sort ? À quoi ça sert ? Où est-ce que ça va ? Pourquoi ? Tiens, pour reprendre une citation de quelqu'un chez Wells Fargo, les bulles ne durent en général pas 15 ans. Donc il y a peut-être quelque chose derrière. Donc la frustration, elle est là parce que nous, on le voit de notre petite fenêtre européenne et surtout française, en se disant, en fait, quand on dézoome, les autres avancent. Et il n'y a que nous où, finalement, on ne va pas si vite que ça. Donc, pour parler de Mika, puisque... Voilà, parce que j'allais dire, il y a l'Europe, la France, c'est la réglementation, très clairement, et on est freiné par ça, mais ça avance. Des blocs l'a eu, ça y est. Exactement. Donc, il y a une semaine. Cocorico, bravo, bravo des blocs. Je prends un peu de recul par rapport à Mika, parce qu'effectivement, maintenant, Mika, donc, qui est débattu depuis... l'URED 2020-2021, en gros, en France, il y avait même l'enregistrement PSAN avant, donc ça fait déjà depuis 2016-17 qu'on parle de réglementation, alors que Bitcoin n'avait même pas 10 ans à ce moment-là. Et donc Mika est en vigueur maintenant en application depuis le 1er janvier. Donc là, ça fait quasiment 6 mois. Donc premier bilan, quid ? Et on s'aperçoit qu'il y a eu 26 de mémoire, je ne voudrais pas dire n'importe quoi, mais je crois qu'il y en a 26 acteurs qui ont été certifiés, qui ont maintenant la licence pour opérer en Europe. Donc on se dit, oh là là, c'est bien, il se passe des trucs en Europe. Il faut regarder qui sont ces 26 acteurs. Et en fait, dans les 26 acteurs, il y en a 2 qui sont des pure players européens. Tout le reste, c'est soit des boîtes étrangères, soit des entreprises de finances traditionnelles européennes qui ouvrent une filiale Deutsche Börse, Stuttgart, etc., certaines Trade Republic, certaines boîtes qui sont des fintechs, mais qui ne sont pas natives crypto. Donc, en fait, on peut le lire de 2 façons différentes, c'est-à-dire, OK, il y a 2 boîtes qui ont réussi à se créer, et donc au bout de X années d'existence, elles ont le droit d'opérer sur leur propre marché domestique en face de mastodontes qui, eux, ont déjà plus de 100 millions de clients aux États-Unis, avancent depuis quasiment 10 ans, et commencent à peine à débattre de régulation avec les États-Unis. Vous voulez dire que le marché, vous le voyez être récupéré par ces mastodontes et que les acteurs de départ vont disparaître ? On a déjà eu cette conversation de mémoire il y a quasiment 1 an, l'été dernier, parce que j'avais dit que ma vision du marché français, je m'en désolais, mais qu'à un moment donné, il faut être aussi réaliste. J'aimerais beaucoup que ce soit autrement. Mais je disais, moi, ce que je pense, c'est que d'ici la fin de la fenêtre Mika, donc mi-2026, oui. parce que juin 2026. Voilà, les enregistrés PSAN auprès de l'AMF ont encore le droit d'opérer jusqu'en juin 2026. D'ici à la fin de cette fenêtre, il va rester une poignée de pure players français. Tout le reste sera soit racheté par des concurrents chinois, américains la plupart du temps, soit par des entreprises type finance traditionnelle, banque, soit mourront. Et là où ça avait été cocasse, entre guillemets, la dernière fois, c'est que quand j'avais fait ça sur ce plateau, donc il y a un peu moins d'1 an, la semaine d'après, on avait eu Robinhood qui avait racheté Bitstamp. Et donc, c'est exactement dans la même lignée. On a eu d'autres rachats depuis, on va en avoir d'autres demain. L'AMF a encore fait une déclaration cette semaine dans laquelle elle dit, en gros, si vous n'êtes pas prêt, n'hésitez pas à anticiper pour pouvoir vendre votre activité. Oui, elle a mis la pression, elle a dit qu'elle ne repousserait pas la date. Donc, c'est évident, tout le monde le sait, qu'on va là, et que malheureusement, c'est aussi quelque chose que je dis depuis très longtemps, on les voit venir gros comme des maisons, les tables rondes, dans 5 ans, où on invitera les gens qui sont responsables de la situation pour leur demander qu'est-ce qu'on a raté, et ils répondront, c'est probablement les entrepreneurs qui ne sont pas assez innovants, ou je sais pas quoi. Personne ne se posera la question de savoir
voir. C'est vrai que peut-être s'il faut sortir 1 million d'euros avant de pouvoir avoir le droit de bouger un petit doigt en Europe alors que le concurrent il est accueilli à Bercy par le ministère, c'est vrai qu'il y a peut-être une concurrence déloyale. Personne, et ça, c'est pour ça qu'on sent cette frustration pour revenir au début du propos. Jonathan, pour terminer. Franchement, je ne peux que être d'accord avec l'intégralité de ce que vient de dire Alexandre. C'est désolant, triste. Mais c'est tout simplement la réalité qui est face à tous les acteurs crypto français. Effectivement, il va y avoir de la casse, c'est une certitude. Et je suis d'accord avec Alexandre, c'est-à-dire qu'après, on fera le bilan de ça. Et effectivement, ce sera nous les responsables en plus. Donc, que dire de plus? Donc c'est juste dommage que la France et l'Europe aient encore raté une nouvelle fois ce virage, comme ils ont raté plein d'autres virages auparavant, et ils auront raté celui du Bitcoin, de la crypto et des stablecoins, parce qu'encore une fois, avec leur euro numérique, je pense que l'Europe va dans le mur. Et on le voit d'ailleurs avec ce qui s'est passé aux États-Unis, etc., où justement le gouvernement pousse à ce qu'il y ait des stablecoins dollars qui soient de plus en plus... Avec la réglementation qui est sortie, Genius Act. Avec le Genius Act, exactement. Puis à 20 secondes. 20 secondes. Ça, c'est effectivement, là, c'est la suite du propos, c'est de se dire, en plus, même sur des sujets sur lesquels les entrepreneurs avaient déjà annoncé, typiquement, même pas nécessairement sur Bitcoin. On avait été plein à dire, écoutez, on va avoir un sujet de souveraineté monétaire, même si vous défendez l'euro, il y a un truc sur les stablecoins, il faut y aller, plutôt que votre digital euro qui va prendre 8 ans, 15 commissions, etc. On nous a dit, non, c'est une attaque sur la souveraineté européenne, non. Et maintenant, c'est quoi? C'est 300 milliards de dollars de stablecoins, c'est tous des stablecoins dollars presque. Il y en a 2 en Europe, Qu'est-ce qu'on fait quand on affiche le prix ici? On l'affiche en dollars. Qu'est-ce qu'on fait quand on annonce des levées de fonds dans la presse française? On parle en dollars. L'Europe se dollarise parce qu'il y a des gens qui ont dit non, mais nous, on veut pas d'innovation, et qui maintenant disent il nous faut un MiCA 2 dans lequel on va encore plus restreindre. Mais attendez, est-ce qu'on peut se réveiller à un moment donné, quoi? C'était l'émission des coups de gueule, voilà. Merci, messieurs. Alexandre Stachenko, directeur de la stratégie chez Pemium, Jonathan Ascovici, cofondateur de Stackinsat. Merci au William Faucheux d'être venu nous voir, CEO de Blockchain Your IP. Vous pouvez avoir cette émission en podcast et en replay, évidemment, sur notre appli, sur notre site. Je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. BFM Business, BFM Crypto, le club.